est suggérée. À la fin des années 1960, un petit paradis en bord de mer est ébranlé par une série de meurtres. There are at least 2,000 or 3,000 missing females in the United States, and we don't know how many may be buried in the Truro woods. Une série de crimes d'une cruauté inimaginable. En dessous, il y avait une tête dans un sac de plastique, une tête coupée. Des crimes commis par un tueur en série, obsédé par la mort. Il était très fier de ce qu'il avait fait, très fier. Mais qu'est-ce qui le pousse à tuer? On est d'abord porté à croire qu'il s'agit d'un psychotique. Ce meurtrier à l'esprit dérangé, est-il un tueur né? Dans les années 1950 et au début des années 1960, la petite ville côtière de Provincetown, à la pointe de Cape Cod en Nouvelle-Angleterre, est un charmant petit port de mer très paisible. Provincetown est une toute petite ville côtière où l'on trouve une colonie artistique et beaucoup de pêcheurs. Elle est située dans une belle région au paysage magnifique. L'été, c'était très animé. Il y avait beaucoup de touristes en juillet et en août. En hiver, c'était complètement désert. C'était un village de pêcheurs où tout le monde se connaissait très bien. On pouvait être à l'autre bout du village, et si on faisait quelque chose d'interdit, quelqu'un pouvait crier « Charlie Souza, si tu fumes cette cigarette, j'appelle ton père ». On était tellement peu nombreux. Tout le monde se connaissait, c'était très agréable de grandir ici, on se sentait libre. Il n'y avait pas de criminalité à l'époque. Dans la deuxième moitié des années 1960, le paisible village de pêcheurs attire de plus en plus les hippies et les artistes de la contre-culture. Provincetown avait toujours été un endroit où les gens pouvaient séjourner et faire ce qu'ils voulaient. Des pèlerins étaient partis d'Angleterre pour échapper à la persécution religieuse, et ils étaient arrivés à Provincetown. Le village a toujours été reconnu comme un endroit où les gens peuvent faire ce qui leur plaît. Provincetown était la Mecque des originaux et des artistes. Les pêcheurs étaient très indulgents à bien des égards. Résidente de Cape Cod, Sydney Monson est une jeune fille de 18 ans éprise de liberté. C'était une fille à l'esprit libre, très spontanée, qui agissait sur l'inspiration du moment. Elle était très jolie avec ses longs cheveux bruns. C'était une fille très chaleureuse, très sympathique. En mai 1968, Sydney Monson disparaît soudainement de la surface de la Terre. Un soir, Sydney est sortie et elle n'est jamais revenue. Tout le monde était inquiet. On se demandait ce qui se passait parce qu'elle était introuvable. Pour certaines personnes, la disparition de Sydney n'a rien d'anormal. C'était une époque où les jeunes à l'esprit libre pouvaient partir sans dire à leurs parents où ils allaient. C'était assez fréquent. Les gens se sont dit que Sydney faisait ce qu'elle voulait. Peut-être qu'elle avait rencontré quelqu'un, je ne sais trop. Plus les jours passaient et plus on trouvait ça étrange. Sydney ne sera pas la dernière jeune fille à disparaître de Cape Cod. 8 mois plus tard, 2 jeunes femmes du Rhode Island disparaissent à leur tour, après avoir séjourné dans une maison de chambre du village. Les 2 jeunes filles portées disparues étaient Mary Ann Wysocki et Pat Walsh. Elles étaient toutes les 2 du Rhode Island.
Elles étaient venues passer le week-end et comme elles ne s'étaient pas présentées au travail le lundi matin, leurs parents avaient signalé leur disparition. L'une d'entre elles était enseignante. Elles étaient venues s'amuser quelque temps en vacances à Provincetown et elles avaient disparu de la circulation. Leurs parents étaient catégoriques. Ce n'était pas du tout leur genre de ne pas leur donner de nouvelles. Ce n'était pas un cas de fugue, comme on en voyait souvent de la part des adolescents de l'époque. Originaires de Providence, au Rhode Island, Patricia Walsh et Marianne Wysocki sont toutes deux dans la vingtaine et sont amies depuis des années. Pendant que les enquêteurs cherchent des indices, le nom d'un homme de la région commence à circuler. Certaines personnes disaient les avoir vus pour la dernière fois en compagnie de Tony Costa. Étant donné qu'il était la dernière personne qu'on avait vue avec elle, il était fort probable qu'il pouvait avoir des informations très utiles. L'enquêteur Bernie Flynn et l'agent de police d'État Tom Gonnery se voient chargés de rechercher les deux jeunes femmes disparues. On a commencé à la maison de chambre où elles avaient séjourné et on a découvert qu'Anton Costa y louait une chambre. Anton Tony Costa est un jeune homme de 24 ans considéré comme un original par les résidents de la petite ville de pêcheurs. Je connaissais Tony depuis l'enfance. Il était étrange, il était toujours un peu décalé, très renfermé, très à l'écart. Il était plutôt solitaire. Il n'était pas comme les autres. Je me souviens qu'il faisait de la taxidermie. Il se vantait de faire de la taxidermie. Il ramassait les animaux morts dans les rues. Quelqu'un m'a dit qu'il était allé camper avec lui et qu'après avoir tué un raton laveur, Tony l'avait gardé pour le rapporter chez lui et l'empailler. Il se promenait en voiture la nuit pour attraper des lièvres, des écureuils et toutes sortes d'animaux pour les disséquer et faire des expériences. Il était vraiment bizarre. Costa s'est marié, mais il est séparé depuis quelques années. Il a été emprisonné pour n'avoir pas payé la pension alimentaire pour ses enfants. Il était marié et je crois qu'il avait 2 enfants en bas âge. Il était menuisier et il prenait des petits boulots. On pourrait dire qu'il était un genre d'homme à tout faire. Maintenant, Tony Costa a quitté la maison de chambre où il restait et il a quitté le village. En fouillant sa chambre, dans le placard, on a trouvé beaucoup de cordes sur laquelle il y avait des taches rouges. Et à ce moment-là, il est devenu un suspect pour nous. Pendant qu'ils poursuivent leurs recherches pour retrouver les deux jeunes femmes disparues, les enquêteurs ne se doutent pas qu'ils vont bientôt découvrir des horreurs. En janvier 1968, Patricia Walsh, une jeune enseignante, et son amie Marianne Wysocki disparaissent mystérieusement lors d'un séjour dans la petite ville côtière de Provincetown, à Cape Cod. Des témoins affirment les avoir vus pour la dernière fois en compagnie de Tony Costa. Ce jeune homme de la région, âgé de 24 ans, est un solitaire qui s'intéresse à la taxidermie. Pendant que la police tente de retrouver les jeunes femmes disparues, on découvre un indice dans un lieu inattendu, un boisé de Truro, le village voisin de Provincetown. On arrive au cimetière Pine Grove. Qui pourrait croire qu'il y a un cimetière dans ce coin perdu? La voiture des jeunes femmes avait été vue dans la route du cimetière. Un rapport arrive faisant état que le jour de la disparition des deux amis, la Volkswagen de Patricia Walsh a été vue sur la route de terre derrière le vieux cimetière. C'est un résident qui a vu la voiture. Et comme il s'agit d'un secteur très rural,
Les voitures et les personnes inconnues se font tout de suite remarquer. Le résident appelle le chef de police pour qu'il vienne dans le boisé inspecter le véhicule vide. Quand le chef de police Berrio a examiné la voiture, il l'a signalée en tant que voiture volée, mais on n'a trouvé aucun rapport à l'effet qu'elle aurait été volée. Plusieurs jours plus tard, la voiture disparaît et les deux jeunes femmes n'ont toujours pas donné signe de vie. On avait vu la voiture, mais pas les deux femmes. L'incident concernant la voiture inquiète les autorités. On ne pouvait pas être certain qu'il s'était passé quelque chose de louche. D'après l'endroit où on avait vu la voiture dans le boisé de Truro, et parce qu'elle avait ensuite disparu, on savait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et le nom de Tony Costa fait de nouveau surface. Plusieurs personnes l'avaient vu dans la voiture. Une demande faite par Costa à un garage de la région éveille aussi les soupçons. Tony avait demandé combien il en coûterait pour faire peindre ou repeindre la voiture. Depuis, le jeune homme semble avoir quitté le village, ce qui n'étonne personne. À l'époque, il prenait beaucoup de drogue. Et il n'était pas le seul à la fin des années 60. Lui et ses amis pouvaient sauter dans un avion pour la Californie ou partir pour New York à tout bout de champ. Ça n'avait rien de spécial pour les jeunes de partir sur un coup de tête. Mais Tony Costa n'est pas un hippie marginal comme les autres. Le jeune poète en herbe taxidermiste se qualifie lui-même d'intellectuel. Tony était très intelligent. Quand il n'était pas drogué, il avait un discours et des manières qui dénotaient une grande intelligence. Je me souviens de certaines conversations avec lui. Quand on discutait, il fallait toujours qu'il ait raison. Il n'y avait pas de terrain d'entente avec Tony. Il fallait toujours qu'il ait le dernier mot, quel que soit le sujet. C'est pour ça qu'il était souvent seul. La plupart des gens ne voulaient pas parler avec lui. Par contre, grâce à sa beauté et à ses airs de philosophe, Tony Costa est très populaire auprès des adolescentes. Les filles le trouvaient très séduisant. Pour elles, il était l'incarnation de l'expression « être beau comme une image ». Jeune fille de la région, Bonnie Callis a connu Costa quand il travaillait au cabinet médical de son père. Je le voyais en arrivant le matin et en repartant après le travail. Il faisait différents travaux, il repeignait les finitions extérieures. Je me souviens que je courais pour ne pas recevoir de peinture. Il reluquait beaucoup les femmes. Je devais avoir 17 ou 18 ans et il avait demandé à mon père qui était cette jolie fille. Mon père lui avait répondu que j'étais sa fille et de me laisser tranquille. De ne surtout pas m'approcher, c'était le genre de type qu'il ne voulait pas que je fréquente. On entreprend des recherches dans les bois derrière le vieux cimetière de Truro, où on a vu la voiture des deux jeunes femmes portée disparue. Pendant qu'on cherchait dans les bois, on ne savait vraiment pas ce qui était arrivé aux deux femmes qui avaient disparu. Il y avait des équipes de recherche, des gardiens des parcs nationaux, des agents de police locaux et beaucoup d'agents de la police d'État. Il y avait des chiens et même un avion qui survolait la région. Quand on a commencé à enquêter, on a trouvé des choses assez rapidement. L'agent de police d'État Tom Gunnery remarque un creux étrange dans le tapis forestier. C'était un creux à peu près de cette taille, qui n'était pas complètement comblé. Il était environ à 3 mètres de la route. Je me suis mis à creuser et je suis tombé sur un sac de voyage vert. Sous le sac, on a trouvé des restes humains. Des parties d'un corps démembré. This was the grave that was found. After probing, we found the remains of an unidentified body of a girl. Le corps a été découpé en 8 morceaux
et les organes sexuels enlevés. Mais il ne s'agit pas de Patricia Walsh, ni de Mary-Ann Wysocki, ni de Sidney Monson. On l'a identifié plus tard, c'était Susan Perry. Susan Perry, une jeune fille de 19 ans, a disparu il y a 5 mois. Sa famille habitait Provincetown. C'était une fille de la région. Si je me souviens bien, à cette époque, il se pourrait que Tony soit sorti avec elle. Bien qu'il ait quitté la ville, Tony Costa apprend qu'on l'a associé à la disparition de Patricia Walsh et de son amie Mary-Ann Wysocki, parce qu'on l'a vu dans leur véhicule. Il décide de rentrer à Provincetown pour proclamer son innocence. On lui a demandé à quel moment il avait vu les deux jeunes femmes pour la dernière fois, et il a répondu que l'une d'entre elles devait subir un avortement et qu'elle devait se rendre à Montréal. Quand il parlait avec les enquêteurs, c'était comme s'il jouait au chat et à la souris, parce qu'il ne disait jamais la même chose. Il prétendait que les jeunes filles lui avaient donné la voiture parce qu'elles voulaient s'en aller au Canada. Ensuite, il a dit qu'il avait acheté la voiture. Les enquêteurs sont convaincus que Costa a des choses à se reprocher et qu'il tente de brouiller les pistes. Il changeait son histoire assez souvent. Il essayait de brouiller les pistes. En d'autres mots, il essayait de jouer au plus malin avec nous. Tony Costa est arrivé à Provincetown pendant la dernière année du cours secondaire. La plupart des gens du village le connaissent, et pourtant, il n'a pas créé des liens avec beaucoup d'entre eux. Je suis né à Provincetown. Quand quelqu'un arrive à Provincetown à l'âge de 18 ans, comme Tony, cette personne peut vivre toute sa vie ici, mais les gens de Provincetown le verront toujours comme un étranger, parce qu'il n'est pas né ici. Je vois encore Tony assis, les mains jointes, sur son pupitre. Il était grand, il faisait plus d'1,80 m et il était musclé. Il était renfermé, il ne parlait pas. Il prenait l'autobus scolaire et il s'assoyait toujours à l'arrière. Il ne parlait jamais à aucun d'entre nous. Il était un peu bizarre. Je ne comprends toujours pas pourquoi je ne l'ai pas mieux connu. Notre école était petite. Je connaissais presque tous les élèves. C'était quelqu'un de très solitaire. La famille de Tony Costa est originaire de Provincetown, mais il a grandi près de Boston. Son père était dans la marine et il s'est noyé en service. On découvrira plus tard que Tony a une personnalité de type schizoïde. Ce sont des gens qui ont tendance à s'isoler. Ils aiment être seuls, ils ne créent pas de lien avec les autres. Ils trouvent généralement des emplois qui leur permettent de travailler seuls. Il est rare que des schizoïdes accordent de la valeur aux relations familiales ou créent des liens d'affection avec des amis. Ils ont plutôt tendance à rester seuls et ils ne s'intéressent pas beaucoup à la vie sociale. Il y a peut-être une autre raison pour laquelle Tony Costa ne se mêle pas à ses semblables. On apprend qu'il a quitté la région de Boston en butte à des soupçons. Apparemment, il avait emmené des filles dans sa chambre et avait essayé de les étouffer avec un oreiller. Il y avait d'autres histoires. On a entendu dire que sa mère était allée chez des voisins et qu'à son retour, elle avait découvert qu'il avait ligoté la voisine d'à côté. Peu avant son arrivée à Provincetown, Tony Costa est entré dans la chambre de sa voisine de 14 ans. Il s'est sauvé quand elle s'est réveillée, mais il s'est tout de même fait pincer. Il avoue aussi que 2 ans plus tôt, il a ligoté la même petite voisine avec de la corde et il l'a déshabillée. Ce sont les signes précurseurs d'un comportement ritualiste précédant un meurtre. Quelqu'un qui ligote une victime, qui lui ligote les mains, fait en sorte qu'elle ne puisse pas échapper à son contrôle. C'est un signal d'alarme laissant présager qu'il pourrait arriver quelque chose de très inquiétant plus tard.
Je crois qu'il a comparu en cour après cet incident. À l'époque, c'est-à-dire au début des années 60, le juge lui aurait plus ou moins dit qu'il devait partir, qu'il devait aller vivre ailleurs. Et ils sont venus à Provincetown. À l'âge de 18 ans, en dernière année à l'école secondaire de Provincetown, Tony Costa commence à sortir avec une élève de 13 ans, qu'il épouse quand elle a 14 ans. Il allait la chercher à l'école presque tous les jours. Elle était seulement en 8e année, je crois. Ils avaient une bonne différence d'âge. En général, on sortait avec quelqu'un de notre classe, ou d'une ou deux classes avant la nôtre. Une différence d'âge de 2 ans, c'était la norme, je crois. Un homme de 20 ans peut dominer la plupart des jeunes filles de 14 ans. Et c'est ce qu'il voulait. Il voulait une épouse très soumise. Il ne voulait pas d'une femme indépendante qui a un emploi, qui a ses propres projets et tout le reste. Il voulait quelqu'un qu'il pouvait dominer totalement. En avançant dans la vingtaine, Costa continue de fréquenter des adolescents. Il ne devait pas se sentir à l'aise en compagnie des gens de son âge, parce qu'il ne les fréquentait pas du tout. Et qui plus est, Costa possède une chose dont raffolent les adolescents de Provincetown. Il fumait pas mal de cannabis. Il en faisait pousser. Anton Costa avait sa propre petite plantation de cannabis. Il n'était pas rare que des gens cultivent du cannabis dans les grands espaces ici, dans le sud du Cap. Il consommait de la drogue assez librement, surtout du cannabis. Tout le monde fumait de l'herbe. Tout le monde. Les jeunes devaient trouver ça très attirant. S'il en faisait pousser, il ne devait pas avoir trop de mal à les attirer là-bas pour en fumer. La plantation de cannabis de Tony Costa se trouve dans un bois derrière le vieux cimetière de Truro. Près de l'endroit où on a trouvé la voiture de 2 femmes du Rhode Island portées disparues et où on a trouvé le corps de Susan Perry, une adolescente de Provincetown. Très isolé, très tranquille. C'est un coin qui n'est pas du tout habité. La nuit, à moins que quelqu'un voie une lumière, on peut passer complètement inaperçu. Les enquêteurs sont certains que Costa est responsable de la disparition de Patricia Walsh et de Miriam Wysocki. Comme ils n'ont pas retrouvé les 2 femmes, ils ne peuvent pas prouver qu'un crime a été commis. La police d'État s'est intéressée à lui et s'est mise à enquêter à son sujet de façon très énergique et intensive. On a commencé à le surveiller parce qu'il était le principal suspect. 6 semaines après la disparition des 2 jeunes femmes, Tony Costa reçoit un télégramme à Provincetown indiquant qu'elles sont toutes 2 vivantes et qu'elles se portent bien. On peut y lire « Qu'est-ce qui se passe? On a attendu comme prévu. Est-ce que tout va bien? On va te rejoindre à New York comme prévu. Amitié, Pat et Marianne. Mais on découvrira bientôt qu'il ne faut pas se fier aux apparences. En 1969, la disparition de l'enseignante du Rhode Island Patricia Walsh et de son amie Miriam Wysocki donne lieu à d'intensives recherches dans certains secteurs boisés de Cape Cod. Les enquêteurs sont convaincus que Tony Costa, un jeune homme de 24 ans, a joué un rôle dans la disparition des 2 amis. Toutefois, un télégramme adressé au jeune homme semble indiquer que les 2 jeunes femmes sont vivantes et se portent bien. L'enquêteur Flynn avait répété et répété à Costa que s'ils n'étaient pas coupables et qu'elles étaient vivantes, il fallait qu'elles entrent en contact avec la police. Finalement, un télégramme est arrivé chez la mère de Costa, qui l'a donné à la police. La police découvre que le télégramme a été envoyé de New York. On a envoyé un enquêteur pour vérifier la provenance du télégramme et il a découvert que c'était Tony Costa qui avait envoyé le télégramme chez sa mère, à Provincetown, signé par les 2 femmes du Rhode Island.
D'autres histoires troublantes commencent à circuler. Une des jeunes filles qu'il avait emmenée à sa plantation avait apparemment reçu une flèche dans le dos. Il l'avait emmenée là-bas pour lui montrer ses plants de cannabis. Il était avec elle dans son champ de cannabis. Il avait un arc et une flèche, et il lui avait envoyé la flèche dans le dos. Elle a eu beaucoup de chance que la flèche ne pénètre pas plus profondément et ne lui cause pas de blessures plus graves. Craignant pour la sécurité des jeunes femmes disparues, l'agent de police d'État Tom Gunnery et les autres enquêteurs intensifient leurs recherches dans les boisés de Truro. On nous avait demandé de participer aux recherches. On nous avait simplement dit de signaler la moindre anomalie aux agents de police d'État qui étaient sur les lieux. On cherchait intensivement parce qu'on savait que c'était dans ce secteur qu'il avait l'habitude d'emmener des filles. Il y avait un homme à tous les 8 ou 10 mètres. J'ai remarqué un arbre énorme dans un bel endroit où j'aurais sans doute aimé pique-niquer, et j'ai vu des bouts de corde au pied de cet arbre. J'ai déjà mentionné que chez lui, dans son placard, on avait trouvé un gros rouleau de corde sur laquelle il y avait des taches rouges. Quand j'ai vu ces bouts de corde autour du pied de cet arbre, j'ai tout de suite su qu'il fallait creuser à cet endroit. Je me suis mis à creuser et je suis tombé sur des bouteilles de pilules et tout un attirail servant à se droguer. En dessous, mes doigts se sont enfoncés dans des morceaux de chair humaine. En poursuivant leurs recherches, les agents de police sont de plus en plus horrifiés. En dessous des articles associés à la drogue, on a trouvé une tête dans un sac de plastique, une tête coupée. Un collègue de Gunnery, l'enquêteur Flynn, continue de creuser. Il a déterré des parties du corps, dont la tête. Il a dégagé les yeux et la bouche, et il a dit qu'il reconnaissait la tête de Mary Ann Wysocki. C'était horrifiant. Mon Dieu, quelle folie! En déterrant les restes de Mary Ann Wysocki dans ce boisé, on découvre vite que son corps ne s'y trouve pas en entier. On aurait dit un casse-tête. Il manquait des morceaux du casse-tête. Et on a continué de creuser. Les participants aux recherches découvrent bientôt une autre fosse. Ils n'oublieront jamais ce qu'ils y ont trouvé. C'était extrêmement nauséabond. Une odeur qui vous colle aux narines. Je peux encore la sentir en vous parlant. Ils viennent de trouver le reste du corps de Mary Ann Wysocki, ainsi que le corps de l'enseignante Patricia Walsh, coupé en deux à la taille. Et ce n'est pas fini. Ils vont bientôt faire une autre abominable découverte qui leur permettra d'élucider un mystère vieux de 10 mois. On a trouvé un autre corps, celui de Sidney Monson. Il était dans la même fosse, en dessous des restes des 2 autres femmes. Sidney Monson, une jeune fille de 18 ans, avait parlé à Tony Costa. Et voilà qu'on vient de trouver son corps démembré au fond d'une fosse dans un boisé près de Truro. Ça m'avait vraiment démoli. Je n'arrivais pas à y croire. On venait de se fréquenter un certain temps et je ne pouvais pas croire qu'une telle chose pouvait lui être arrivée. C'était quelqu'un de très spécial pour moi. Ces sordides découvertes font tout de suite la une de tous les journaux du pays. Quand ils ont trouvé les corps, tous les médias en ont parlé. The age of the decomposed bodies may go back beyond 6 months, 8 months, 9 months. We don't know what took place during that time. Quand les gens ont appris qu'il y avait eu des meurtres dans leur petite communauté,
On aurait dit que le temps s'était arrêté. Ils étaient consternés. Ils étaient vraiment horrifiés. Ils n'arrivaient pas à croire qu'un être humain puisse être aussi sadique. La nouvelle a fait le tour du pays et peut-être même de la planète. Tous les éléments de preuve incriminent Tony Costa, qui est arrêté sur le champ. There are indications that there are teeth marks on some of these parts of these dismembered bodies. Les autopsies révèlent les détails révoltants de ce qui est arrivé aux jeunes femmes. Quand on voit des parties de corps sortir de la terre, puis être déposées sur le sol pour être photographiées, on dirait presque des parties d'autre chose. Quand on les voit sur une table d'autopsie toute blanche et que les corps sont nettoyés, on peut voir l'horreur dans leur visage. On peut les voir crier juste avant de mourir. On ne peut pas oublier une telle chose. On n'oublie pas ce genre de choses. J'ai assisté à toutes les autopsies pratiquées à Provincetown. J'ai vu beaucoup de choses au cours de ma vie, mais je dois dire que c'est ce que j'ai vu de plus révoltant, et de loin. Le démembrement est l'œuvre d'une personne à l'esprit extrêmement dérangé. Il est beaucoup plus facile d'enterrer un corps que de le démembrer, puis de l'enterrer. Il faut du temps, beaucoup d'efforts, de force et d'outils pour démembrer un corps. C'est donc que le démembrement avait une grande signification pour lui. Ce n'était sûrement pas seulement utilitaire. Il voulait les posséder complètement. La meilleure façon de les posséder consistait à les démembrer pour garder des parties de leur corps. Pour un tueur qui veut continuer d'être en relation avec ses victimes, il n'y a pas de meilleure façon de créer une intimité avec elles après leur mort. Imaginez un peu ce qu'elles ont dû endurer. Personne ne pouvait les entendre ici. En plus d'avoir écorché certaines parties des corps, Tony Costa a mutilé ou déplacé certains organes internes. Il avait déjà été taxidermiste et il s'intéressait aux morts. Il aimait examiner les organes internes des animaux morts et sortir leurs entrailles pour les remplacer par de la bourrure. Il pratiquait le même genre de mutilation sur ses victimes. Elles étaient affreusement mutilées. Il ne faut jamais oublier qu'une personne s'adonne à une activité en fonction de sa personnalité. Leur personnalité ne se développe pas en pratiquant une activité. C'est elle qui précède l'activité. C'est la personnalité qui fait les liens entre l'obsession de la mort et tous les actes morbides qu'elle peut entraîner. Les gens de Cape Cod commencent à se remémorer certains comportements étranges de Tony Costa. Il habitait au 3e étage d'une maison située dans la partie nord de Truro, quand on a appris que des chats avaient disparu. On a fini par découvrir que c'était lui qui les avait capturés. Je ne sais pas ce qu'il leur a fait, mais je suis certain que ça n'a pas été plaisant pour les chats. Pourtant, Tony Costa n'a pas tué simplement parce qu'il en avait envie, ni parce qu'il était obsédé par la mort. Une chose est certaine, il les a tués avant de les agresser sexuellement. Pendant que le jeune homme de 24 ans de Provincetown attend d'être jugé, la nature horrifiante de ces crimes attire des journalistes venus de partout. There are at least 2,000 or 3,000 missing females in the United States, and we don't know how many may be buried in the Truro woods. Je crois qu'il aimait faire parler de lui et c'était vraiment le cas. Au cours de son procès, Costa devra retourner sur la route du cimetière et sur la scène de crime. Je me souviens être venu ici avec le jury. C'est lui qui avait conduit les jurés jusqu'ici. Il y avait un monde fou et beaucoup de véhicules, ceux des agents de police et des coronaires. Il m'avait vraiment donné l'impression qu'il était très fier de ce qu'il avait fait. Très fier. Costa nie avoir commis les meurtres. Et pourtant, ses avocats soutiennent que sa consommation de drogue aurait terriblement altéré son jugement. Son avocat a présenté une défense d'aliénation mentale. Il soutenait que la drogue l'avait rendu fou.
Sa dépendance aux médicaments l'aurait même poussé à cambrioler le cabinet de son propre médecin. Il serait entré par effraction dans le cabinet du Dr Callis à Wellfleet. Il avait volé pas mal de choses, pas mal de médicaments chez le Dr Callis. Juste là, au coin du bâtiment, il y a la porte de l'urgence. Et à côté, la double porte où l'ambulance pouvait reculer. Tony était entré par cette fenêtre qu'il avait forcée, après quoi il avait traversé le couloir, au bout duquel il y avait un placard verrouillé de 3 mètres de long sur 1 mètre de large, dans lequel se trouvaient les médicaments. De grandes quantités de médicaments ont disparu. Et voilà que les avocats de Costa soutiennent que ces médicaments auraient pu altérer son jugement. C'est certain qu'on peut réagir agressivement sous l'effet d'une drogue. C'est le cas de certains tueurs en série. Il y en a même un qui s'était livré à la police parce que sous l'effet de la drogue, il avait tué plusieurs personnes qu'il ne voulait pas tuer. Ça peut arriver. Est-ce que tous les drogués réagissent ainsi? Pas du tout. Mais quelqu'un qui songe déjà à tuer et à commettre d'autres crimes peut perdre la plupart de ses inhibitions sous l'effet de la drogue. Son avocat a tenté d'invoquer des circonstances atténuantes en affirmant qu'il était toxicomane et qu'il avait une maladie mentale. Mais sa consommation de drogue n'y était pour rien. Si elle avait joué un rôle, c'était un rôle secondaire, en ce sens que la drogue lui avait fait perdre des inhibitions. En général, de tels individus prennent quelques verres, puis fument du cannabis ou prennent autre chose avant de passer à l'acte. Leurs actions ne sont pas causées par ces substances, mais sous leur effet, ils sont moins timides et ils perdent leurs inhibitions. Au cours du procès, le comportement de Costa ne permet pas de croire qu'il puisse être fou. Il avait l'esprit dérangé, mais il n'était pas psychotique, comme il l'a très bien démontré en cours. Il était froid et arrogant. Je me souviendrai toujours de l'avoir observé assis sur le banc des accusés, en train de prendre des notes. Il prenait des notes, sans la moindre émotion, rien. Puis, Costa prend une décision croyant qu'elle lui sera salutaire. Il insiste pour qu'on lui permette de se lever et de faire une déclaration devant le tribunal. Après l'abominable découverte de 4 corps mutilés dans un boisé près de Provincetown, Tony Costa, un homme de l'endroit, est arrêté et doit subir son procès. Ses avocats soutiennent que le jugement et le comportement de Costa ont été altérés par sa consommation de drogue. Puis, l'accusé décide de s'adresser au tribunal. D'abord, ce genre d'individus croit pouvoir charmer le jury. Ensuite, ils veulent garder le contrôle. Et enfin, s'ils sont narcissiques, ils croient que personne ne peut parler en leur faveur mieux qu'ils ne peuvent le faire eux-mêmes et que personne ne peut les défendre aussi bien qu'eux-mêmes. Ils croient donc qu'en témoignant, ils peuvent garder le contrôle sur la perception qu'on aura d'eux, sur l'image qu'ils laisseront à la postérité et même sur le déroulement du procès. Ils ont parfaitement tort, mais comme ils sont narcissiques, ils ne voient pas plus loin que leur propre nombril. Il a livré un excellent exposé sur les effets néfastes des drogues, un discours qu'on aurait apprécié dans n'importe quel contexte. Mais quand il l'a terminé, le lieutenant Killen est venu me chuchoter à l'oreille qu'il serait maintenant très difficile de prouver qu'il est fou. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Son exposé avait démontré qu'il avait toute sa raison. Il s'exprimait extrêmement bien. Si j'avais été son avocat, je n'aurais sans doute pas voulu qu'il s'adresse au tribunal. Il n'en demeure pas moins que les mutilations infligées à ses victimes sont considérées comme étant l'œuvre d'une personne frappée de folie. Quand on analyse le comportement de Costa sur la scène de crime, le fait qu'il ait pris le cœur d'une victime et qu'il l'ait mis à la place des organes génitaux, et le fait qu'il ait affreusement mutilé ses victimes, quand on découvre tout ça, on est d'abord porté à croire qu'il s'agit d'un psychotique. Mais Costa n'était pas psychotique. Il n'était pas normal, c'est certain. Mais on doute énormément qu'il entendait des voix ou qu'il délirait et qu'il avait des visions. Bien entendu, il avait l'esprit extrêmement troublé et son comportement nous indique qu'il s'agissait d'un individu en proie à des fantasmes extrêmement primitifs et régressifs.
J'avais été horrifié par certains détails monstrueux, et les jurés aussi. Tout le monde l'était, sauf Tony. Les avocats de Tony Costa se sont objectés à ce qu'on montre des photos des corps mutilés. Par contre, Costa désirait vraiment voir les photos et le résultat de son propre travail. Ça faisait partie de lui, cette froideur, cette insensibilité. Il était inhumain, au point de se délecter à revivre cette expérience. En fin de compte, le jury décide que Tony Costa savait précisément ce qu'il faisait quand il a tué et mutilé les 4 jeunes femmes trouvées dans les bois. On croit, sans avoir jamais pu le prouver, qu'il aurait été l'auteur de plusieurs autres meurtres. Qu'est-ce qui a bien pu le rendre capable de commettre de telles atrocités? Tony Costa était-il un tueur né? J'ai du mal à croire que des gens puissent être des tueurs nés. Il y a des gens qui sont des prédateurs et qui tuent. D'après moi, Tony était malade, mais je crois tout de même qu'il pouvait discerner le bien du mal. En définitive, la drogue a sans doute pu altérer sa personnalité et son comportement. Mais je crois aussi que quelque part dans sa capacité mentale, dans son cerveau, il fallait qu'il y ait quelque chose qui le pousse à tuer et à torturer, je ne sais trop. C'est monstrueux ce qu'il a fait à ces femmes. Il ne s'est pas contenté de les abattre et de les enterrer. Il les a démembrées. C'est affreux. Il devait y avoir quelque chose dans sa tête qui le poussait à faire de telles choses. Psychotique? Non. Je ne crois pas qu'il ait été coupé de la réalité. Il était sûrement très dérangé. Je ne crois pas que Tony Costa était un tueur né. Par contre, il y a certains facteurs dans sa vie, comme sa fascination pour la mort et tout ce qui entoure la mort, cette obsession morbide et perverse qui aurait pu demeurer toute sa vie à l'état de fantasme. Mais ça n'a pas été le cas. Tony Costa a actualisé ses fantasmes. Était-il prédestiné à le faire? Je ne crois pas. Mais il est bel et bien passé à l'acte. Y avait-il un important facteur neurobiologique pouvant agir sur ses pulsions sexuelles? Je dirais que oui. La plupart des gens qui ont ce type d'anomalie se maîtrisent et ne passent jamais à l'acte. Mais Costa est passé à l'acte. Il était l'incarnation même du mal. Insensible, sans empathie, sans compassion. Je n'avais encore jamais vu ce genre d'individu. On aurait dit un automate. Il était vraiment très tordu. Et je le répète, il était le mal incarné.